Nos amis sont toujours avec nous, Adam Adjronou, Firme Teko Agbo et Gabin Adjao. Avant de filer au Sénégal, nous restons un peu au Kenya. On parlait de William Ruto, le nouveau président investi, qui hérite d'un pays profondément divisé, Firme Teko Agbo. Voilà, vous avez fait une belle chute, un pays profondément divisé. Je voulais dire deux choses par rapport à ça. La première chose, quoi qu'on puisse reprocher à l'ancien président, le président Uhuru Kenyatta, même si les Américains peut-être lui auraient dit de ne plus se représenter, il faut arriver, il faut avoir le courage de le féliciter. Il pouvait dire, je fais modifier la Constitution, je ne pars pas, le pouvoir est entre mes mains, j'organise les élections et je les gagne. Nous sommes en Afrique. On sait comment ça se passe, on sait comment ça s'est passé dans le passé, on sait les violences dont on fait montre le président Mwai Kibaki dans le temps. Mais ce dernier, il a cherché à préserver une certaine paix pour le pays. Il n'a pas déstabilisé le pays, il pouvait déstabiliser les institutions de la République. Il pouvait mettre en prison le président, l'actuel président William Ruto. Il pouvait lui coller des cas de corruption, pas possible. Il pouvait lui coller des cas de corruption. Il pouvait même le contraindre à l'exil. Mais il n'a pas pu faire ça. Là, à ce niveau, on peut parler d'une certaine maturité à ce niveau. Donc c'est la démocratie à l'africaine qui avance d'une manière ou d'une autre. Ça, on peut le féliciter. La deuxième chose, vous savez, le pays est profondément divisé. Le président Ruto doit savoir que le pays est profondément divisé. C'est un pays qui sort d'une violence inouïe. Il doit savoir que... Les réformes seront difficiles à faire. Oui, les réformes seront difficiles. Par exemple, au niveau de l'Assemblée, il va falloir qu'il travaille jusqu'à avoir une majorité très forte qui lui soit vouée. Au niveau de l'Assemblée, c'est le parti de l'opposant Raila Odinga qui est devant. Qui est devant, c'est ça. Donc il va falloir qu'il travaille dur avec les opposants, avec Raila Odinga et les autres. Il va falloir qu'il les rassure, qu'il leur promette un certain nombre de choses. Sinon, le pays va lui être ingouvernable. Il va envoyer des projets à l'Assemblée nationale, la majorité va les rejeter. Mais c'est lui peut-être qui va former son gouvernement. Le gouvernement va être formé. Le Premier ministre qui va se choisir n'aura pas la confiance du Parlement. Ou le Premier ministre, une fois choisi, on peut lui imposer une question de confiance, une motion de défiance et le sauter de la tête du gouvernement. Donc la meilleure des choses qu'il va faire, c'est d'asseoir une politique soutenue de réconciliation, rassembler tous les Kenyans, leur dire le temps des élections est passé. Maintenant, allons à l'unité. Donc il aura à travailler avec le parti de Raila Odinga, le parti de Uhuru Kenyatta, qu'il n'aime pas, qu'il ne l'a pas positionné. Donc sur le plan politique, il y a assez de clivage. Il y a une certaine division. Comment on le dit, profondément divisé. Un pays profondément divisé. Il va falloir qu'il travaille là à réconcilier le pays. Sinon, tous les projets dont vous parlez, dont Adam parle, dont Gabin Adjaro parle, si politiquement il n'est pas équilibré, il serait très difficile à ce que ces projets-là soient réalisés dans ce pays. Encore que nous sommes en Afrique, comme ce n'est pas moi, donc ça ne doit pas passer. Raila Odinga, c'est un vieil opposant, qui vient encore de perdre une élection, donc il attend sûrement au tournant, à lui de tendre la main et à lui de montrer une certaine sagesse et une certaine maturité dans cette démarche politique. Alors, pour certains analystes aussi, il faut le préciser, Gabin Adjao, ce soutien du président sortant Uhuru Kenyatta n'était pas un soutien de ce nom. On a vu véritablement que son parti ne l'a pas suivi. Raila Odinga, par exemple, il est très influent. Quand on voit déjà son parti politique, on se dit, si une partie du parti politique du président sortant Uhuru Kenyatta, qui est également le parti politique de William Ruto, arrivait à suivre Raila Odinga, ça va être que pour William Ruto. Est-ce qu'on peut dire que le parti lui-même n'a pas suivi le président sortant Uhuru Kenyatta? Non, vous savez, dans ce contexte-là, les hommes les plus forts, ceux-là qui arrivent au pouvoir, ont toujours cette capacité-là de pouvoir rassembler même les dissidents autour d'eux, si tant est que la volonté y est. Le Kenya, c'est un pays à régime présidentiel
où le président est en même temps le chef du pays, même, au même moment le chef du gouvernement. Donc c'est très important aujourd'hui. Après les élections, le plus important, c'est d'arriver quand même à créer cette symbiose-là autour de la gestion du pays, parce qu'on ne gère pas un pays tout seul. Il a une chance, la chance c'est que Raila Odinga il a eu à passer beaucoup de temps au sein de l'opposition. Maintenant il peut le rassurer de quelque manière que ce soit, avec des accords en sourdine, pour que peut-être après le passage de son mandat, il aura le soutien, même si Ruto avait dit dans une interview que lui il n'attend pas forcément le soutien de Uhuru Kenyatta, que le soutien qu'il lui avait apporté en 2013 et en 2017, c'était pas forcément pour que après il puisse lui rendre la monnaie de sa pièce. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très sûr de sa personne, de ce qu'il veut faire. Maintenant, pour la direction du pays, c'est très important, parce que tu ne peux pas faire face à des populations qui attendent beaucoup de toi, parce qu'ils copient sous le poids de la misère, au même moment se confronter à des problèmes politiques. À l'Assemblée aujourd'hui, si il ne fait pas tout pour pouvoir s'accommoder ou bien trouver un accord avec Raila Odinga, ce sera tellement compliqué pour lui de pouvoir faire passer les lois, de pouvoir diriger ce pays-là. Donc aujourd'hui, le temps des élections est déjà passé, il est déjà à la tête du pays. Maintenant, rien ne peut plus lui arriver, à moins que lui-même, il devienne arrogant et veut écarter ces gens-là de la gestion du pays. Il doit arriver quand même à créer un canal pour pouvoir discuter avec Raila Odinga et avec le reste du parti qui ne l'a pas accompagné aux élections, et aussi avec Uhuru Kenyatta. C'est très important pour que ces personnes-là arrivent quand même à rassembler les forces autour de lui pour pouvoir conduire ce pays-là à bon port et diriger le Kenya pour le bien de tous les Kenyans. Sinon, s'il veut faire route seul, avec une certaine arrogance et un certain individualisme, ça ne va pas l'avantager. C'est la population qui va en partir, et son pouvoir aussi ne va pas véritablement durer très longtemps. Que doit-il faire finalement pour chuter sur le Kenya, Adam Adjaranou? Que doit faire le nouveau président William Ruto pour peut-être rassurer les partisans de Raila Odinga? Parce que visiblement, l'homme politique, lui, l'a compris avec la décision de la Cour suprême. Mais les partisans, eux, ils sont toujours dans un état, si on peut le dire, d'irritation. Oui, et dubitatif d'ailleurs même. Je pense qu'il doit user d'une diplomatie pragmatique. Diplomatie pragmatique voudrait dire, parce que tout à l'heure, en scrutant les différents arcanes, vous allez constater qu'au niveau du Parlement, cela ne lui est pas acquis. Il hérite également d'un parti politique qui est difficile, compte tenu du fait qu'il y a le président sortant qui avait une opinion que si on estime que la majorité n'a pas suivi, mais on sait pertinemment qu'il y a des gens qui l'ont suivi. Ouais, quand bien même, il a son opinion, mais le parti avait son opinion. Puisque d'abord le président sortant, ce n'est pas n'importe qui, vous savez que c'est le fils de l'ancien président. Et donc du fond, du fait, tout à fait, du fait de cette très aimé et donc très influent. Donc, arrivé à cette instance-là, vous devez dire quelque part que si même il avait l'opinion du pouvoir, donc céder le pouvoir à l'opposition, puisqu'il y a des gens qui nourrissent également des ambitions de devenir donc président. Donc, tous ces aspects-là ont fait fragiliser en réalité dans sa ligne. C'est ce qui a permis donc au président Ruto de pouvoir passer. Mais vous savez, au-delà de ça, avant de revenir donc pour chuter sur la question, vous savez, le Kenya, dans cette division sous-régionale, est un pays, dans cette pièce-là, un pays qui est assez particulier dans ce tout, dans la corne de l'Afrique. Puisque vous savez, tous les pays pratiquement de la corne de l'Afrique aujourd'hui sont des pays à grande instabilité. Oui, bien sûr. Il n'y a que le Kenya qui aujourd'hui est un pays qui montre un reflet de stabilité. Et donc je pense que, étant donné que les leaders politiques de ce pays-là savent pertinemment qu'ils ont cette identité-là donc à défendre. C'est ce qui d'ailleurs même fait que, vous allez voir dans la pratique politique, ces pays-là ne vont pas jusqu'à l'extrême. Tout à l'heure, lorsque la Cour constitutionnelle avait décidé, le président Odinga a vite fait de comprendre, a pris acte directement la vie continue. Il doit se référer à 2017. C'est pas comme ailleurs. C'est pas comme ailleurs. Et le Togo, par exemple, où des gens, après la proclamation des résultats, continuent d'en pas réclamer. C'est pas la même chose. Donc, vous voyez directement qu'il y a des intérêts nationaux que les gens, et des identités que les gens veulent préserver. Puis à partir du moment où le Kenya arrive donc à aller en déphasage à cette identité-là, c'est fini. Puis s'il est l'unique pays qui s'investit dans
dans les affaires des autres pays pour amener dans la stabilité. Et donc, il préserve cette stabilité-là. Et donc, je pense que déjà cette identité, lié au fait qu'il a la bonne volonté donc de relever l'économie. Et j'en parlais lorsque vous scrutez un peu les grandes lignes de son programme de société, vous comprendrez directement que, à part le fait que ce que le politique dit n'est pas fondamentalement ce qu'il fait lorsqu'il arrive au pouvoir, et donc nous lui accordons ce bénéfice du doute là, je pense que ces actes-là pourront amener, disons, les Kenyans et les politiques kenyans à pouvoir donc s'accorder à ce programme de société là et de garder cette ligne de stabilité qu'on a toujours connue au Kenya. Allez, on va quitter Nairobi pour Dakar au Sénégal. Le député de Beno Bokri Yakaar, Amadou Mame Diop, a été élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal au terme d'un vote organisé. C'était lundi lors de l'installation de la 14e législature issue des élections législatives du 31 juillet dernier. Et puis Gabin Adjao, c'était on voit déjà les images dans la cohue totale au Sénégal, pays de référence en matière de démocratie. On a vu de n'importe quoi à l'Assemblée nationale. Véritablement, moi j'étais un peu choqué. D'autres peuvent dire que bon, c'est le fruit de la démocratie, c'est la diversité des opinions, mais quand même pas dans la sauvagerie, excusez-moi un peu le terme, parce que là, c'était quand même dans le cohue et dans le chaos total que cette élection-là a eu lieu. Je ne sais pas véritablement que veulent les députés, surtout les députés de la mouvance présidentielle, parce que si vous voulez faire les choses, il faut les faire dans les normes et dans la légalité, il n'y aura pas de souci. Bon, beaucoup de personnes, et même du camp du président de Macky Sall, voyaient l'ex-premier ministre Aminata Touré ou encore l'ancien ministre des Transports Amadou Ba comme ceux-là qui seront choisis à la tête du Parlement, mais que nenni, ils ont préféré plutôt Mame Diop, qui est un membre très 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 proche de Macky Sall, le frère à pratiquement sa femme. Donc ça a été un tollé total pour l'opposition, surtout les députés de l'opposition qui, ma foi, ce qu'ils présentent comme des arguments, est assez bien, c'est très bien positionné, parce que concernant la procédure des bulletins de vote, c'est une chose, mais aussi il y a aussi un problème de l'incompatibilité des postes des postes ministériels et des postes de députés. Tu ne peux pas être ministre et au même moment tu viens te présenter. Donc Diop, il est ministre. Diop, il est ministre. Diop, il est ministre, et c'est pas bien pour que celui-là se porte à la tête de l'hémicycle. Au moins, il fallait démissionner premièrement avant de venir à l'hémicycle et se présenter. On l'a vu ici avec l'ex-premier ministre Selom Klassou. Quand il a été nominé au poste de premier ministre, il a carrément démissionné à l'Assemblée nationale. Son poste était resté vacant pendant toute la durée de vie de l'Assemblée nationale précédente. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi, pour un grand parti, surtout un grand rassemblement comme Beno Bokri Yakaar, on va garder un ministre qui n'a pas démissionné, on le met à la tête de l'hémicycle. Je pense que le problème doit être résolu, et ça va être résolu par la Cour constitutionnelle sénégalaise, qui doit véritablement trancher cette affaire-là pour que les choses se fassent dans les normes. On ne refuse pas que Mame Diop peut être président de l'Assemblée nationale si les conditions sont réunies. Bon, il peut l'être pourvu que les choses se fassent dans la légalité, et la légalité dit que on ne peut pas être Premier ministre, on ne peut pas être ministre et au même moment être député. Ça ne se fait nulle part. Alors, ça ne se fait nulle part. Peut-être c'est au Sénégal, parce que je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, Firmin Tekou sous l'ancien Premier ministre, feu Ahmed Bakayoko, il était Premier ministre, il était député d'Abobo, il était maire de Sédéla. Cette question d'accumulation des postes en Afrique, ce n'est pas cela le réel problème. Mais au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal, par exemple, on a vu Beno Bokri Yakaar qui a 83 sièges, 80 sièges pour Yehu Askanui et 2 sièges pour deux autres coalitions. Alors le vote, s'il se fait, c'est peut-être Beno Bokri Yakaar qui va passer par le biais de son représentant Diop. Qu'est-ce qui s'est passé?
lundi. Non, ce qui s'est passé, moi, je voudrais revenir, si vous le permettez, sur les argumentaires que développait tout à l'heure Gabin Adjao, quand vous aussi vous parliez de cumul de postes. Mais est-ce que c'est une question de cumul de postes? C'est une question de cumul de postes. Par exemple, en France, aujourd'hui, il y a une tradition qui s'est imposée, même si elle n'est pas écrite. Elle s'est imposée, c'est-à-dire tous les présidents, tous les ministres sont d'abord des élus locaux. Tous les ministres doivent être députés. C'est-à-dire, je me rappelle très bien que lorsque Sarkozy était arrivé, déjà il a été élu le 6 mai 2007, donc il avait formé un gouvernement dirigé par François Fillon. Maintenant, en juin, il y a eu les élections législatives. Il a demandé à ce que tous les ministres soient élus. Tous les ministres soient élus députés. C'est-à-dire, vous n'êtes pas élu député, vous ne devenez plus ministre, vous ne serez plus dans le prochain gouvernement. Je pense que Hollande a repris la tradition. Emmanuel Macron a aussi repris la tradition. La plupart des ministres français sont d'abord députés. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Comme la charge gouvernementale est tellement lourde, vous laissez votre place à votre suppléant. Donc, à ce niveau, par exemple, ce n'est pas une question de cumul de fonds, mais c'est une question peut-être de légitimité populaire. C'est-à-dire, un ministre, celui qui a une légitimité populaire, celui qui a une base. Moi, je ne parle pas trop de cumul de postes, mais je pense que ça se fait en France et aussi peut-être ici en Afrique, on veut l'appliquer. On veut l'appliquer parce que le Sénégal, c'est un pays véritablement francophone. Moi, je dis en Afrique de l'Ouest, quand on voit le Sénégal, vous voyez la Côte d'Ivoire, vous voyez le Togo, c'est-à-dire les pays forts français, les pays forts francophones. Le Sénégal, par rapport à l'histoire, le Sénégal, c'était la capitale de l'Afrique occidentale française. N'oubliez même pas que Ségolène Royal est sénégalaise. Du moment où elle est née à Dakar, au Sénégal. Donc, je pense que c'est la tradition française qui inspire fort les et qui a créé tout ce qu'on voit qui a créé au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui a créé tout ce que l'on voit au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, moi je dis c'est un peu dangereux. Est-ce que c'est un peu véritablement dangereux pour Macky Sall? Véritablement dangereux pour Macky Sall. Du moment où quand vous voyez la configuration de cette Assemblée nationale, élection législative, 54 circonscriptions, 46 départements, 8 circonscriptions dans la diaspora. Macky Sall qui n'est pas arrivé à avoir plus de 50, 52, 53, 56 ou 60%. Macky Sall qui techniquement a tout fait, mais qui est arrivé à avoir peut-être 50, quelque chose %, c'est-à-dire 83, 82, parce que l'ensemble, c'est 165 députés. 83, 82. Mais je me demande la question que je me pose. Comment va-t-il arriver à gouverner? Parce que pour faire passer les lois, des fois, il faut les 3/4 des députés présents à l'Assemblée nationale. Pour faire passer des lois peut-être qui engagent beaucoup plus la vie de la nation, il faut les 4/5 des députés à l'Assemblée nationale. Maintenant, comment il a eu, du moment où on le résume comme ça, à l'Assemblée nationale, il a 51% pour le parti au pouvoir et 49% pour l'opposition. Comment va-t-il gouverner? Ça va être compliqué. Et aussi, à ce niveau, c'était une chance pour lui du moment où le député Pape Diop, ancien président de l'Assemblée nationale du Sénat, opposant, a rallié son camp. N'eût été son intervention, n'eût été son ralliement, Macky Sall serait en pleine difficulté actuellement. Et on aurait dans cette assemblée... Il aurait 82 sièges. Il aurait 82 sièges, on aurait 83 du côté de l'opposition et 82 à ce niveau-là. La vie va être tellement... Il y a difficile. il faut deux faiseurs de roi qui ne sont pas... Ni de l'un, ni de l'autre. Ni de l'autre. Bon, comment va-t-il gouverner? Ça va être un peu compliqué. On a nommé, ou on a élu le président Amadou Maman Diop, qui est président de l'Assemblée nationale. Mais comment va-t-il s'en sortir? Bon, ça va lui être difficile. Du moment où l'opposition seule rafle 82 sur 165, ça va être tellement difficile pour Macky Sall. Mais je me demande comment, s'il arrive à bien dormir ces derniers temps. Alors, l'opposition avait présenté 3 candidats, Barthélémy Dia, Ahmed Aïdara et puis Amadou Lamine Thiam, qui ont finalement
échoué et c'est ça qui est à la base aussi de l'irritation, si on peut le dire, de l'opposition. Vous savez, la scène UBS dont on a assisté la fois dernière, qui est d'ailleurs même rare dans l'environnement politique sénégalais, à mon humble avis, n'était pas étonnant pour la simple et bonne raison que c'est le chemin, le schéma exprimé du parcours de ces élections législatives là qui s'est retrouvé à l'Assemblée nationale. Ouais. Vous savez, pour ces élections-là, l'opposition a mis la barre très très haute. C'est du lourd qu'il a amené pour arriver donc à ce score-là. Et vous l'avez tantôt dit, c'est vrai que c'est une courte majorité que Macky Sall a obtenue pour pouvoir passer. Dans ces faiseurs de rôle-là étaient ceux qui devaient donc départager chaque camp est content naturellement sur le fait que chaque camp également a eu à négocier avec ces faiseurs de rôle-là, ce qui a donné espoir à l'opposition de pouvoir donc présenter ces candidatures-là. Mais malheureusement, lors de ces négociations, c'est pour parler en coulisses, personne ne sait qu'est-ce qui a été donc proposé à ces petits partis-là, ces minuscules partis politiques-là. Et donc, je pense que le choix a été clair. Et l'opposition ne devait donc pas être étonnée. De toute évidence, lorsqu'on sait que cela joue aussi. Ça joue énormément. Même pour les autres. Que ce soit en France, partout ailleurs, là, il faut véritablement mettre la barre également haute en ce qui concerne des propositions pour les avoir, pour pouvoir donc céder au fait que le camp présidentiel donc puisse l'emporter. C'est tout simplement ce qui a été joué. Et donc moi je pense que les rivalités constatées au niveau du parcours de ces élections-là, où l'opposition a été quelque part plus ou moins muselée, puisqu'il n'a pas eu la latitude nécessaire pour exprimer son désarroi lié à certaines décisions du gouvernement qui ne l'ont pas permis de pouvoir donc manifester ces désaccords-là. Dans le premier jour de ces élections-là, ont été donc l'occasion donnée à l'opposition d'exprimer le ras-le-bol qu'elle n'avait pas eu à exprimer lors d'un mécontentement constaté de ces élections. Donc moi, je pense que c'est une première. De toutes les façons, l'Afrique, je pense que c'est une fois de plus une démocratie qui a été donc exprimée, sauf que le faire de cette manière-là tend à être un peu ridicule, parce qu'il a fallu qu'on puisse donc amener un cordon de gendarmes pour pouvoir donc apaiser la situation. C'est donc cette manière-là un peu souvent. Sinon, je pense que c'est pas une première fois. Vous allez dans les démocraties célébrées, on a vu des gens qui sont même arrivés partout ailleurs dans le monde. Les chaises qui ont parlé et autres. Tout à fait. On voit en Italie, partout ailleurs. Les gens sont arrivés vraiment aux mains. Donc je pense que c'est une fois de plus la démocratie qui s'est exprimée. Mais cela ne doit pas amener, lorsque nous voulons bâtir une démocratie digne de ce nom, amener donc ces protagonistes-là ou ces députés-là qui doivent penser que véritablement c'est le Sénégal qu'on doit mettre en avant. Et donc c'est vrai que les difficultés liées au niveau de la gouvernance, compte tenu du chemin que présente l'Assemblée nationale, sont de nature évidente. Mais au même moment, je pense que ce qui va triompher, c'est naturellement le Sénégal. Et je pense que ces députés-là ne perdent pas de vue. Mais sinon, la scène-là, pour moi, ça ne m'étonne pas. C'est une expression exprimée du parcours qu'on a constaté qui s'est déversé au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est la présidente des travaux, la doyenne Aïda Sow Diawara, qui a fait appel aux gendarmes, dont parlait tout à l'heure Adab Adjrono, pour rétablir finalement la sécurité. Oui, c'est firmé. C'est moi qui dois prendre. Oui, c'est firmé. Ah, c'est lui. Oui, c'est ça, Gabé Adjaro. Est-ce que la suite, ça promet dans l'hémicycle du Sénégal? Ça ne va pas être du tout facile si les choses ne sont pas réglées. Et même si les choses arrivent à être réglées, je pense que ça va être très difficile dans la conduite de l'agenda donné à ce Parlement-là, parce que la coalition de Yewwi Askan Wi et l'autre là ne vont jamais lâcher du lest, parce que là personne ne veut faire des concessions et ce sera véritablement très difficile. Tout va aller sur le terrain légal, alors qu'en politique tout ne se règle pas que par la légalité. Il va falloir aussi faire des consensus, arriver à trouver des accords politiques, et pour la conduite d'un pays, les accords politiques sont très importants. Mieux vaut un bon accord un mauvais accord qu'un bon procès, dit-on. Donc aujourd'hui, il va falloir que ces dirigeants-là arrivent à véritablement se ressaisir, si tant est qu'ils veulent diriger pour le Sénégal, pour le bien des Sénégalais, ne pas se voir
de façon individuelle, de ne pas se voir beaucoup plus grand que l'autre. Il va falloir qu'ils arrivent quand même à trouver, je le dis toujours, un canal pour pouvoir, un passerelle pour pouvoir discuter entre eux, trouver le juste milieu pour pouvoir avancer. Sinon, ce Parlement-là, il y aura toujours des bagarres et des bagarres, parce que là, ce que j'ai eu à voir la dernière fois, de grandes personnes en boubou qui se battent, et il a fallu que la doyenne appelle les gendarmes pour pouvoir les apaiser. Et l'opposition dit d'ailleurs que ces votes-là leur a été imposés par les gendarmes, parce que eux, ils continuent dans la protestation. Ils veulent à ce que les choses soient réunies avant de passer au vote, mais les gendarmes avaient dit niet. Bon, peut-être que ce sont de grandes personnes, mais à l'allure que prend la situation, ça n'augure rien de bon, parce que ces gens-là, l'opposition, ils voient Macky Sall en train de préparer un coup à eux. C'est ça la vision. Que tout va se jouer, oui, c'est tout ce qu'ils voient. Le président Macky Sall veut se représenter. Voilà, la bataille commence déjà. Et ça commence déjà. Firmez tes quoi à 30 secondes, s'il vous plaît. Merci. C'est fait toi au moins 4 secondes, n'est-ce pas? Donc, vous savez, ce qui va se passer, je pense qu'il va falloir que Macky Sall soit lui-même beaucoup plus sage dans cette nouvelle aventure. Avec 82, normalement, scientifiquement, il a 82 députés. Oui. Il a 82 députés. Il doit savoir qu'il a échoué, alors qu'il ne se hasarde plus à se représenter pour quelconque troisième mandat. Voilà. Qu'il sache que même dans la diaspora s'est mise à contribution. La diaspora a massivement voté, sur le plan national, on a massivement voté, mais il a échoué. Donc il doit savoir que maintenant, avec tout ce qu'il a eu à faire pour le peuple sénégalais ne veut plus de lui. À la prochaine présidentielle, qu'ils disent: ok, je ne me représente plus, je laisse ce pouvoir-là. Parce que s'il persiste et qu'il aille à un troisième mandat, je pense qu'il va subir. Il va sortir par la petite porte. Comme Abdoulaye Wade. Je pense que c'est la même chose qui va lui arriver. On marque la pause pour le journal. On vous retrouve, chers invités et chers amis scottiers, pour la suite.